Donc en fait, c'est dans le contexte géographique et chronologique général évoqué la semaine dernière, dans lequel la civilisation de l'Oxus a pu se développer entre le 3e et 2e millénaire, qu'on va présenter donc cette fois-ci un peu la continuité en fait de nos travaux et de ce phénomène urbain dans cette partie de l'Asie centrale. Donc, pour rappel, durant cette période, nous retrouvons donc des éléments urbains finalement assez complexes, associés à des manoirs, des temples, avec des quartiers d'habitation, des zones de stockage, des palais, avec une distribution interne des quartiers souvent liés entre eux par de longs couloirs, mais c'est également des villes entières fortifiées par des remparts. À Jalkutan, en fait, le site qu'on a évoqué en partie la semaine dernière, nous travaillons depuis 2007. Et dans ce site ville, en fait, on voit donc deux remparts. Donc, là, le premier tout au nord, qui englobe la citadelle, en fait, avec son palais, ses places et ses quartiers d'habitation. Et donc un deuxième rempart dont on voit en fait des éléments ici très mal conservés, qui auraient sans doute renfermé toute la partie de la ville basse avec le temple. En 2011, c'est sur ces diverses zones finalement peu explorées ou fouillées que nous avons pratiqué une prospection magnétique grâce à des spécialistes venus depuis la ville de Lyon. Plusieurs secteurs ont été particulièrement étudiés, principalement l'ensemble de la surface libre et non fouillée de la zone dite de la citadelle, au nord du site, donc dans cette partie-là. Mais c'est également en fait, la partie centrale autour du temple, toute cette partie centrale, et une troisième zone qui comprend en fait le secteur dit de la nécropole, dans toute la partie sud du site. Nos résultats dans la citadelle montrent tout de suite en fait, un certain nombre d'anomalies donc positives qu'on voit ici dans le plan de gauche en fait, en noir. La superposition des cartes magnétiques avec nos relevés de nos travaux et puis surtout en fait, les relevés aussi des fouilles anciennes nous permettent de situer dans cette citadelle tout un ensemble en fait, assez complexe. Donc, quand on part dans le plan de droite, donc toutes les structures en rouge et en vert en fait, et en bleu en fait, ont été fouillées par nos soins et par nos collègues ouzbeks. Et toute la partie jaune, en fait, c'est une interprétation qu'on a pu faire avec le spécialiste qui nous a fait la prospection géomagnétique et qui ont été plus ou moins, dont certains en fait ont été plus ou moins après sondage. Donc on a pu évaluer leur présence sur le site. Nous voyons en fait donc dans ces trois couleurs un ensemble qui concerne surtout en fait les structures de l'âge du bronze. Mais nous voyons également, mais il en sera question après par ma collègue Johanna Lullier, nous voyons aussi en fait un ensemble de fosses, de grandes fosses, en fait apparaître un peu tout autour des structures, à l'intérieur des structures de cette ville de l'âge du bronze. Donc je reviens un petit peu en fait à ce que Franz nous a dit à un moment en fait concernant les huttes semi-enterrées. Je te dirais que moi non plus, je n'y croyais pas trop, en fait, en lisant un peu la littérature soviétique. Mais en fait, suite à ce qu'on a pu trouver, forte de constater qu'effectivement, ces structures en fait, en hutte légère existent
que ces squatteurs sont venus sans doute à un moment donné, à l'âge du fer, donc s'installer à l'intérieur de la citadelle, à l'intérieur des pièces qui existaient sans doute en hauteur encore à l'époque, mais aussi en fait dans une évolution diachronique autour de la ville, déjà quelque peu un peu détruite, je dirais. Tout cela, en fait, pendant à peu près 500 ans, donc on a une chronologie maintenant bien établie avec des datations 44 entre 1300 et 900 dans la citadelle. Donc nos collègues ouzbeks, en fait, avaient énormément trouvé du matériel céramique datant de l'âge du fer ancien, donc cette fameuse céramique modelée peinte, dont Johanna parlera après, de toute façon. Mais en fait, ils avaient évoqué la présence de ces squatteurs avec quelques fosses, en fait, dépotoirs, quelques fosses poubelles qu'ils appelaient, mais en fait, finalement, ces fosses poubelles, quand on les regarde de près et quand on les fouille, parce que c'est très en surface, en fait, donc c'est la dernière occupation du site, on va le voir un peu plus tard, sont assez complexes, avec toute une structuration autour. Quant à la partie centrale de la citadelle, du site de Jalkutan, donc on a à peu près en fait, le même état, la même constatation, c'est très dégradé sans aucun doute. Quand on voit à gauche, en fait, on aperçoit ces structures, et quand on va à droite et on recale un peu ce qui a déjà été fouillé et ce qu'on a nous-mêmes on a trouvé par rapport à nos fouilles et nos sondages, on voit donc apparaître en fait cette complexité, ce réseau en fait urbain avec un axe principal en vert en fait, une espèce d'avenue à l'époque qui coupait quelque part en fait le site au centre. La citadelle, le temple plutôt, donc en haut au centre, ici à droite, dans la partie occidentale, était pas, je dirais, était pas à l'époque sans doute dissocié du reste. En fait, c'était pas isolé. Donc il faut imaginer. Donc là, on a un plan général en fait du site. Donc il faut imaginer que toute la partie occidentale en fait était aussi occupée. Aujourd'hui, en fait, tout ça s'est détruit par des champs agricoles. Mais c'est bien pour cela que nos collègues à l'époque de la découverte, dans les années 70, avaient pu en fait évoquer 10 hectares en fait pour ce site de Jalkutan. Quand on descend un petit peu plus au sud, en fait, donc là on se retrouve carrément de l'autre partie du Saï, en fait, la petite rivière qui naturellement coupe un peu ces ensembles de TP du site de Jalkutan. Donc en fait, dans cette partie-là où la nécropole se trouverait, en fait, on voit tout de suite également donc, deux zones qui se distinguent énormément. Donc une zone en fait, où il n'y a pas vraiment de structures et on voit apparaître effectivement en noir encore quelques petites fosses en fait, qui dans ce cas-là en fait, sont des fosses qui contiennent des tombes, en fait, c'est la nécropole elle-même. Donc, et la nécropole 3, un peu plus au sud, en fait, se retrouve un petit peu plus, je dirais, habitée par ces morts, en fait, quelque part, comme toute la partie, en fait, méridionale du site où on a fouillé maintenant, en fait, à peu près, si on compte aussi les travaux des collègues ouzbeks, à peu près, maintenant, 2500-3000 sépultures. Quelque part, en fait, je voulais un peu m'attarder aussi cette partie de la nécropole, car nous pouvons, dans cette partie-là, en fait, parler aussi d'urbanisme mortuaire, d'urbanisme funéraire, quelque part, avec donc la présence, en fait, d'un très important, je dirais, nombre de fosses sépulcrales, des fosses qui sont entreoccupées, comme on le voit dans ce plan-là, en fait, par des fosses de pillage, par des fosses contemporaines, par des fosses plus tardives, en fait, dans cette nécropole. Donc une occupation, une occupation en fait, très dense de cette partie de la nécropole qui va accueillir à peu près, d'après les calculs, en fait, à peu près donc, entre 5000 et 6000 individus tout de même, pendant pratiquement un millénaire. Des individus qui ne viendraient pas uniquement de la ville elle-même, de la proto-ville de Jalkutan,
mais qui en fait seraient des morts en fait, qui viendraient de tout autour du site, donc des vallées, des montagnes, car dans tous les cas, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, le peu de sites dans les zones montagneuses en fait, n'ont pas de nécropole. Donc tous ces morts auraient été donc accueillis dans cette grande nécropole de Jalkutan. Quand on regarde de plus près, en fait, donc on voit que ces tombes se retrouvent en fait à une grande profondeur, donc ça peut atteindre à peu près 2,5 mètres, mais surtout en fait tout autour, en fait, entre les tombes et à l'intérieur des tombes, en fait, on voit tout un tas de rituels liés au feu, avec des aménagements en pierre, des fosses contenant en fait sans doute des aliments, car en fait c'est des fosses vides que très souvent on appelle des cénotaphes, mais en fait je pense que c'est pas tout à fait ça. Des fosses à céramique, en fait des fosses donc avec des dépôts qu'on voit ici en fait de céramique. Mais la particularité de ces céramiques, c'est que c'est des céramiques en fait de type Boustan qui sont assez tardives et dont on trouve très peu en fait de sépultures à l'intérieur de cette nécropole même. Donc la nécropole de cette période de transition quelque part entre le bronze et le fer, de l'âge du bronze au fer en fait dans cette Asie centrale, en fait cette nécropole se trouverait à quelques kilomètres en fait au sud de l'actuel site de Jalkutan. Chose intéressante encore, en fait, c'est ces espèces de murets en fait, qu'on voit apparaître, qu'on voit affleurer sur le sol et qu'on voit en fait ici en vert. Donc on les a un peu dessinés donc un peu partout et qui seraient sans aucun doute en fait dans cet aménagement urbain mortuaire en fait quelque part sans doute des éléments pour signaler l'emplacement des morts, l'emplacement d'un groupe de morts sans doute même. Tout autour en fait des fosses encore une fois dans un alignement qui est plutôt sud-est nord-ouest, donc un peu comme l'aménagement urbain finalement. Donc des murets qui permettraient sans doute de circuler, de ne pas se perdre, un peu comme aujourd'hui en fait ces espèces de points de rencontre à l'intérieur de ces nécropoles. Donc tout ça pour vous montrer qu'effectivement ces tombes qui malheureusement, en fait, dans la plupart étaient pillées, en fait. Donc on a sur 5 tombes, on a à peu près 3 qui sont pillées, malheureusement, contenaient un matériel assez riche, en bronze, en os, en pierre, et surtout en céramique, dans tous les cas. Donc des céramiques qui pouvaient se retrouver autour du corps, en fait, dans un nombre assez important, pouvant atteindre 40 pièces céramiques. Je voudrais en fait maintenant passer, parce que c'était un peu pour terminer, pour faire le lien avec la suite chronologique donc, dans cette évolution de l'âge du bronze à l'âge du fer. Donc là, on se retrouve dans une période de transition et nos travaux en fait effectués depuis maintenant, je dirais, depuis au moins 2001 en fait sur le site aussi bien de Loup-d'Épée au Turkménistan et le site de Jalkutan en Ouzbékistan nous permettent donc d'avoir une idée un peu plus claire de cette partie en fait très mal connue finalement de l'âge du fer qui sera maintenant en fait présentée par Johanna Lullier. Voilà. Voilà, donc après la civilisation de l'Oxus, de l'âge du bronze dont il a été question la semaine dernière et aujourd'hui, le début de l'âge du fer se situe dans la deuxième moitié du deuxième millénaire avant notre ère, c'est-à-dire entre 1500 et 1000 avant Jésus-Christ environ. Il a longtemps été considéré comme une période de forte régression matérielle, socio-économique et culturelle. En effet, tout ce que Julio Bendesu Sarmiento vous a évoqué la semaine précédente disparaît, c'est-à-dire que les échanges à longue distance avec les régions avoisinantes prennent fin, la culture matérielle se transforme totalement et l'artisanat richement développé disparaît pour céder la place à des objets purement utilitaires, comme vous voyez ici à gauche, qui sont principalement des outils et des armes en pierre et en bronze. La céramique est également ce qui marque de la manière la plus frappante cette transformation, puisque de tournée et standardisée à l'âge du bronze, elle devient modelée et peinte à l'âge du fer.
Et cette transformation matérielle s'accompagne également de transformations culturelles et religieuses, ce qui se marque avant tout par la disparition des nécropoles et par la disparition quasi totale des inhumations. En effet, dès cette époque, les corps sont exposés à l'air libre pour être décharnés, comme cela sera le cas plus tard dans le masdéisme. Les raisons de ce changement demeurent encore peu claires et sont l'un des principaux enjeux de la protohistoire centra-asiatique. Il est vraisemblable qu'il s'agisse d'une combinaison de motifs, puisque durant l'âge du bronze final, la civilisation de l'Oxus se serait affaiblie, pour différentes raisons que nous n'allons pas présenter ici, pendant qu'au même moment, les contacts avec les populations voisines des steppes se seraient intensifiés. Et la disparition du pouvoir fort de la civilisation de l'Oxus a probablement conduit à l'éclatement du pouvoir en petites entités plus faibles et contrôlant un territoire plus réduit. Alors, une des conséquences directes et qui nous intéresse au premier plan ici est l'éclatement du peuplement, puisque les villes proto-urbaines de l'âge du bronze, avec les palais et les temples que vous venez de voir, cèdent la place à de petits villages. Ce sont toujours les mêmes régions qui sont occupées, dans un système d'oasis, c'est-à-dire de groupement de sites dans une région irriguée, dont vous pouvez voir un exemple ici, avec un ensemble de petits villages répartis sur un territoire assez vaste, avec parfois un centre principal, comme ici Yazdépe, qui est identifié par une étoile. Pour des raisons liées à l'histoire de la recherche, l'âge du fer étant un peu le parent pauvre de l'archéologie centra-asiatique, comme l'a bien dit Franz Grenet la semaine dernière, peu de villages de cette période sont bien connus. Néanmoins, dans les 10 dernières années, il y a 2 missions françaises qui ont travaillé sur des sites de cette période en Asie centrale. Donc, le premier de ces sites, sur lequel je ne reviendrai pas aujourd'hui, est Koktepe en Sogdiane, qui a été fouillé par Claude Rapin et Mohammadjan Issamidinov dans le cadre de la mission que dirige Franz Grenet. Et le second est Djarkutan en Bactriane, donc que vous avez déjà vu pour l'âge du bronze, fouillé par Julio Bendesu Sarmiento et Samaridine Mustafa Kulov. Ce site est particulièrement exceptionnel pour l'âge du fer ancien, car c'est l'un des 3 seuls sites d'Asie centrale à être occupé sans interruption de l'âge du bronze à l'âge du fer ancien, ce qui nous permet d'étudier les processus de transition, tandis que tous les autres sites de la période sont de nouvelles fondations. Et surtout, parmi ces 3 sites, il est le seul à être abandonné immédiatement à la fin de la période, ce qui assure une excellente lisibilité des vestiges. Par rapport à l'âge du bronze, la zone occupée se réduit considérablement puisqu'elle est limitée à la zone de la citadelle, donc dans le nord du site, ici. C'est la zone qui correspond à la partie haute de l'établissement de l'âge du bronze. Et une des raisons du choix de cet emplacement tient sans doute à la présence d'un mur d'enceinte de l'âge du bronze qui était encore conservé au début de l'âge du fer, comme le montrent nos fouilles. Donc voilà cette zone en détail, et nos fouilles montrent que la totalité de cette zone était occupée durant l'âge du fer, s'étendant même un petit peu vers le sud, couvrant donc une superficie équivalente à peu près 2 hectares. Donc cela peut sembler petit, mais pour cette période, c'est la première fois qu'un village aussi étendu est fouillé. Donc, dans tout cet espace, nous avons pu identifier un habitat typique de la période, consistant pour l'essentiel de ces fameuses huttes semi-enterrées dont il a déjà été question tout à l'heure, c'est-à-dire des cabanes dont la base est creusée dans le sol et dont les parois étaient ensuite construites en torchis. Voilà, donc il ne s'agit pas d'un habitat troglodytique, comme vous allez voir. Les cabanes et les fosses que nous avons vues obéissent à un plan d'organisation dicté par le réemploi de certaines structures de l'âge du bronze. Donc je vous remontre une seconde fois cette figure, car vous voyez qu'au sein du bâtiment de l'âge du bronze, qui est donc représenté par ces alignements de murs, toutes les structures ovales que vous voyez ici, par exemple, sont des habitations de l'âge du fer qui se sont réinstallées dans les couloirs du bâtiment de l'âge du bronze, afin de bénéficier d'une protection principalement contre les intempéries. Alors, ces fameuses huttes, elles peuvent être de plusieurs formes, donc rectangulaires comme ici, et elles sont généralement bordées de trous de poteaux
Donc vous pouvez en voir ici, là de ce côté, et également en bas. Voilà. Donc elles sont assez peu profondes. Hein. En général, elles sont creusées de 30 cm dans le sol, donc les gens ne vivaient pas sous terre. D'autres huttes sont ovales, comme ici, avec un foyer au centre. Donc vous le voyez ici et ici, et avec parfois des silos à l'intérieur de la hutte, comme là. Dans d'autres cas, comme vous pouvez voir sur la photo en bas, les foyers étaient situés contre la paroi, mais toujours à l'intérieur de ces huttes. En général, elles mesurent 2 à 3 mètres de long pour 2 mètres de large, et leurs parois peuvent parfois être aménagées avec des briques ou avec un enduit argileux. Le plus souvent, elles sont regroupées. Donc ici, vous voyez 2 huttes qui se font face et qui sont séparées par des petits murets qui servaient probablement tout autant de délimitation que de structures de soutènement et de protection contre les intempéries. Un type plus rare de hutte est en forme de huit, c'est-à-dire formée par 2 fosses circulaires reliées par un passage. Et dans ce cas, un gros poteau central servait au soutien de la paroi et du toit. Alors le cas de cette hutte est particulièrement intéressant parce qu'elle semble plus tardive que les autres. Vous voyez indiquées par les petites flèches rouges les traces au sol d'un mur de ce fameux bâtiment de stockage de l'âge du bronze qui était toujours en élévation lors de la première étape de l'âge du fer ancien. Donc cette hutte et d'autres contemporaines nous indiquent qu'il y a une deuxième étape au sein de l'âge du fer ancien. Aux abords de cet habitat et entre les huttes, nous avons pu identifier divers aménagements, en particulier des voies pavées de galets, comme vous voyez ici, qui servaient tout autant d'espaces de circulation que de structures d'assainissement en permettant l'évacuation de l'eau de pluie par percolation. D'autres structures sont en revanche plus difficiles à interpréter. Il s'agit d'accumulations très denses, soit en surface, soit en fosse, de tessons de céramique, de matériel de mouture brisé et de galets de rivière. Ce remplissage est très atypique et on n'a rien découvert de comparable sur les sites contemporains. Donc leur fonction demeure peu claire. Mais partant du principe que les galets de rivière avaient été apportés volontairement sur le site, nous les avons systématiquement pesés et chacune de ces structures contient entre 1 kg et 200 kg de galets. Donc une telle quantité ne peut être fortuite, d'autant qu'une grande majorité d'entre eux sont thermofractés, ce qui indique qu'ils ont été chauffés. Et la terre contenue dans ces accumulations montre des couches d'infiltration d'eau, ce qui indique que ces structures étaient exposées à l'air libre. Donc ces 2 éléments nous ont permis de suggérer d'y voir des structures destinées au chauffage ou à la cuisson. Mais la question reste ouverte pour l'instant. Il y a d'autres fosses également dont la fonction est plus claire. Donc c'est le cas des 2 que vous voyez ici. Donc, oui, et il y en a une deuxième là sur le bord. Voilà, ça c'est une fosse et là la deuxième, qui sont des fosses spécialement destinées à recevoir les déchets dans la zone non habitée du site, en bordure de l'habitat. Et enfin, le stockage des denrées alimentaires s'effectuait dans des silos qui sont plus ou moins profonds et généralement de forme quadrangulaire ou circulaire, et qui sont le plus souvent scellés par des briques. Donc vous voyez ici les briques qui se sont écroulées et qui sont restées en place. Et dans plusieurs cas, on a retrouvé des jarres fragmentaires écrasées dans le fond de ces silos. Au fil du temps, mais toujours durant l'âge du fer ancien, certains de ces silos et des fosses ont été reconvertis en contenants funéraires. Donc ici, on peut voir des ossements humains dans le remplissage de ces fosses. Donc ce sont des os longs, en général, comme vous voyez ici, ou bien des vertèbres, comme là, ou des mandibules, comme sur les 2 images en bas, qui en général appartiennent à des individus adultes. Pour l'instant, on ne peut pas déterminer si ces os ont été jetés dans ces fosses avec d'autres déchets que l'on ne souhaitait pas conserver, ou bien s'ils y ont été déposés volontairement. Puisque en Asie centrale, les premiers ossuaires destinés à recueillir les ossements des charnais n'apparaissent qu'au IVe siècle avant notre ère, soit près d'1 millénaire plus tard.
et nous ignorons encore totalement quel était le statut accordé aux restes humains durant l'âge du fer ancien. Néanmoins, il y a un cas particulier, c'est celui de cette hutte en forme de 8 qu'on a déjà vu tout à l'heure, puisque exactement en son centre, sous l'emplacement du trou de poteau, on a trouvé une fosse contenant des ossements humains, ce qui semble indiquer un lien mémoriel particulier entre les défunts qui étaient là et les vivants qui occupaient cette hutte. Et dans 2 cas, nous avons trouvé de véritables sépultures plurielles, c'est-à-dire qui comportaient plusieurs individus. Dans l'une, on a pu identifier les restes de 4 individus, 2 adultes, un subadulte et un immature de 3 à 4 ans. L'étude taphonomique a montré que ces individus ont été manipulés alors que leur décomposition n'était pas encore achevée. Donc, par exemple, vous voyez ici, le bloc crânio-facial et les premières vertèbres d'un individu ont été découverts au niveau du coxale. Et les 3 autres individus ont été déposés par-dessus celui-ci et leurs os étaient éparpillés. Donc il semble que ces parties de corps aient entamé leur décomposition dans un lieu primaire, qui nous demeure encore inconnu, ou même dans certains cas, elles ont commencé à se momifier partiellement sous l'effet du soleil, et c'est seulement dans un second temps qu'elles ont été déposées dans ces fosses. La seconde sépulture plurielle contenait les restes de 8 individus, des adultes, des enfants et des immatures. Donc l'interprétation de ces structures funéraires demeure délicate, mais dans tous les cas, il semble exister un lien particulier entre les sépultures et les silos qui ont été abandonnés puis réutilisés et qui sont situés dans l'établissement, ce qui est peut-être lié à la croyance en un pouvoir protecteur des défunts sur les récoltes, comme cela est attesté dans de nombreuses cultures en Europe proto-historique. Mais cela reste encore une piste à creuser lors de nos recherches à venir sur le site. Au même moment, il existe sur des sites contemporains un autre type d'architecture qu'on appelle les citadelles. Alors, on les trouve dans les parties les plus méridionales de l'Asie centrale, c'est-à-dire dans le sud de l'Ouzbékistan, le nord de l'Afghanistan et le Turkménistan. Le terme de citadelle est celui employé dans la littérature soviétique et dont on a gardé l'usage ensuite, mais il est relativement inapproprié car leur fonction défensive n'est pas attestée, comme on va le voir tout de suite. Elles sont toujours construites de la même manière, c'est-à-dire qu'elles sont érigées sur une plateforme en briques crues de plusieurs mètres d'épaisseur. Et ces bâtiments qui sont qualifiés de citadelles semblent monumentaux pour l'âge du fer ancien, mais ils mesurent 2 à 3 fois moins que les bâtiments de l'âge du bronze que vous avez pu voir aujourd'hui. Alors, seuls 3 de ces citadelles ont été fouillées, donc Küçüktepe en Ouzbékistan, Tilia Tepe en Afghanistan et Yazdepe au Turkménistan. Donc à Yazdepe, la plateforme en briques crues que vous pouvez voir dans la coupe en haut à droite mesure 8 mètres d'épaisseur et l'ensemble citadelle plus plateforme atteignait 12 mètres d'épaisseur. Sur cette plateforme, on a construit un bâtiment de 12 pièces, mais il n'a pas été fouillé en totalité, donc sa superficie exacte demeure inconnue. Il a connu 2 étapes architecturales successives. Donc, dans une première étape, il était formé par 3 ou peut-être 4 rangées de pièces oblongues, que vous voyez encore, et l'ensemble ouvre au nord-ouest sur une cour. Voilà, ici. Par la suite, ces petites pièces ont été comblées ou transformées en passage, probablement pour faciliter l'installation d'un étage. Et la superficie de la grande salle a été réduite de moitié, et l'autre moitié a été divisée en petites pièces. Les découvertes de céramique sur le sol montrent que lors de la 2e étape, ce bâtiment servait d'habitat, mais peut-être pour une garnison militaire, car on y a également découvert des balles d'argile et des balles de fronde. En revanche, lors de la première étape, le fouilleur Vadim Masson pense que la taille de la grande salle et la présence du ressaut circulaire ne permettent pas d'y voir un bâtiment domestique, mais plutôt un temple ou un palais. À Küçüktepe, la plateforme est plus petite puisqu'elle mesure 4 mètres d'épaisseur, mais le bâtiment a été entouré dès la première phase d'occupation par un mur d'enceinte. Sur ses côtés nord, ouest et sud, le côté est étant délimité par une zone inoccupée. Le bâtiment a là connu 4 phases architecturales. Alors, au début, c'est un bâtiment modeste qui ne mesure que 60 mètres carrés et qui ne contient que 4 pièces, dans laquelle l'entrée se fait à l'est.
Lors de la deuxième phase, un nouveau mur vient élargir l'enceinte, entourant le premier. De nouvelles pièces sont créées et le bâtiment comporte finalement 6 pièces et mesure désormais 90 mètres carrés. Lors de la troisième phase, la citadelle est élargie vers l'est et le sud-est par l'extension du mur d'enceinte et le bâtiment a désormais une superficie de 125 mètres carrés. Le mur d'enceinte a plus d'1 mètre de large. À l'intérieur du bâtiment, divers aménagements, des banquettes et des contreforts sont installés. Lors de la quatrième et dernière phase, seule une partie des murs extérieurs est conservée, mais le bâtiment est agrandi et il atteint désormais une superficie de 250 mètres carrés et comporte 23 pièces. Donc, lors des troisième et quatrième phases, l'une des pièces du nord-est, qui est entourée sur les deux plans, a subi un traitement particulier. Ces murs ont été enduits à plusieurs reprises, ce qui lui donne un aspect brillant, et le mur sud est percé d'une niche de 50 cm de côté, tandis qu'au centre de la pièce se trouve un foyer. Donc pour les fouilleurs Ahmad-Ali Askarov et Lazar Albom, la qualité du traitement des murs et la présence conjointe d'une niche et d'un foyer identifient cette pièce comme une pièce cultuelle, mais peut-être pour un culte domestique. Et pour eux, la fonction de cette citadelle évolue au cours du temps. Ce serait d'abord la résidence du chef du clan dominant et de sa famille, et elle combinerait les fonctions de centre guerrier et administratif. Et puis dès la seconde période, viendrait s'y ajouter la fonction de centre cultuel qui se maintiendrait jusqu'à la fin. À Tilia Tepe, la plateforme en briques crues est construite sur une butte d'origine alluviale, naturelle, donc qui mesure 2 mètres de haut, et la plateforme a une épaisseur de 6 mètres. Le bâtiment qui est érigé dessus est le plus grand qu'on connaisse pour la période. Il mesure 28 mètres d'est en ouest et 36 mètres du nord au sud. Ses angles et le milieu des tours est, sud et ouest sont flanqués de tours rondes de 4,5 à 6 mètres de diamètre. Et à la place, du côté nord, se trouve l'entrée principale dans ce bâtiment. Donc là aussi, il y a plusieurs phases de reconstruction. À l'étape, au début, une grande salle est entourée sur les 4 côtés par un couloir qui dessert l'accès aux tours qui avait une fonction défensive. Lors de la deuxième étape, cette salle est agrandie et elle est pourvue de 2 entrées. Et à égale distance des 2 entrées, une construction en forme de croix est interprétée par le fouilleur Victor Sarianidi comme les vestiges d'un hôtel. Lors de l'étape 2A, le niveau de sol de la grande salle est surélevé, l'intérieur du bâtiment est réaménagé et cet hôtel est détruit. Le mur extérieur est déplacé plus vers le nord. Et lors de la dernière étape, le plan reste dans les limites du bâtiment de la phase précédente, mais le plan change totalement. La grande salle perd son caractère monumental en étant divisée par l'adjonction de nouveaux murs, formant alors jusqu'à 15 pièces. Et la qualité de la construction se dégrade nettement. Une des tours au nord-est est rasée. Donc pour Victor Sarianidi, la fonction défensive n'existe que lors de la première étape. Et dès la deuxième étape, un culte du feu se serait déroulé dans la grande salle, la petite pièce qui la jouxte jouant une fonction auxiliaire. Et par la suite, la subdivision de l'espace et la dégradation de la qualité et de la construction le conduisent à y voir la résidence des dirigeants locaux, ce qui deviendrait plus clair lors de la période achéménide. Donc ici, vous pouvez voir une reconstitution de cette citadelle et le bâtiment en cours de fouille, ce qui donne une idée de la hauteur des murs conservés. Dans la culture voisine et contemporaine du Déhistan archaïque, au Turkménistan près de la mer Caspienne, plusieurs citadelles sont connues également, qui peuvent ou non être érigées sur une plateforme de forme rectangulaire ou polygonale. Mais il y a également d'autres bâtiments monumentaux sans plateforme, comme ici à Géotchik-Dépé, qui a été fouillé par Olivier Lecomte. La seule certitude concernant la fonction de ces citadelles est qu'elles étaient destinées à être vues de loin, la plateforme n'ayant pas une fonction défensive. Et cette impression est renforcée par l'usage de buttes alluviales naturelles ou de vestiges plus anciens pour ériger les plateformes. Ces bâtiments reflètent surtout la présence d'une élite capable de fédérer la population, au moins le temps de leur mise en œuvre. Et cette même élite exerçait son contrôle sur l'espace agraire et pastoral
et c'est probablement de ce contrôle qu'elle tirait en partie son pouvoir. Au Déistan archaïque, par exemple, une véritable politique de mise en œuvre de l'espace par la construction d'un système très complexe de grands canaux, dans une région où l'agriculture est sans cela impossible, traduit une forte volonté de s'approprier un espace hostile. 3 des sites à citadelle se trouvent à quelques dizaines de kilomètres les uns des autres seulement, ce qui paraît tout à fait incompatible avec une hypothèse avec une interprétation comme siège d'un pouvoir centralisé. Mais cela peut au contraire apparaître comme les marqueurs d'un pouvoir non centralisé qui se développe au sein d'une confédération tribale dont l'organisation sociopolitique repose sur la construction et la gestion commune des canaux. Donc l'âge du fer ancien serait caractérisé par des hiérarchies souples qui peuvent adopter une forme collective en lien avec la gestion du territoire. La situation reste très proche durant la période qui suit, l'âge du fer moyen, période où on en assiste à une petite renaissance urbaine marquée par le développement de grands sites fortifiés de plusieurs hectares et de forteresses de taille et de forme variables, de plans circulaires ou quadrangulaires. Donc cette période est comprise entre 1000 ou 900 avant notre ère et 540 avant notre ère, date de la conquête de l'Asie centrale par l'Empire achéménide. Comme pour la période précédente de l'âge du fer ancien, nos connaissances sur l'architecture et l'urbanisme de cette période demeurent très lacunaires et Ulugdepe est à ce jour la ville la plus complète jamais fouillée. Donc le site se trouve à 175 km à l'est d'Ashrabat, la capitale turkmène, dans la zone de piémont oriental du Kopet-Dag. Le site a une superficie totale de 13 hectares pour une hauteur de 30 mètres environ au-dessus de la plaine environnante. Il a été occupé du chalcolithique, voire même du néolithique final, jusqu'à l'âge du fer moyen, ce qui constitue la plus longue séquence stratigraphique connue en Asie centrale. Ce site, comme bien d'autres, a été fouillé pour la première fois par Victor Sarianidi dans les années 1960, ce qui lui a permis d'identifier les principales occupations. Mais depuis 2001, les fouilles ont repris sous la direction d'Olivier Lecomte, auquel succède cette année Julio Bendesu Sarmiento. Une des principales découvertes de la mission française a été celle d'une véritable agglomération urbaine de l'âge du fer moyen, occupée entre 1100 et 800 avant notre ère, dates qui sont confirmées à Ulugdepe par plusieurs datations au carbone 14. Cette ville a été identifiée de 2 manières, par la fouille, mais aussi au moyen d'une prospection magnétique, comme on a vu à Djarkoutan, méthode qui permet de localiser les vestiges archéologiques dans le sous-sol grâce à des variations du champ magnétique. Grâce à cela, il est rapidement apparu que la ville couvrait l'ensemble du sommet du site et était constituée de 2 parties séparées par une rue principale, que vous voyez en jaune ici, avec une ville haute comportant des bâtiments monumentaux et une ville basse dans laquelle se serait concentré l'habitat, l'ensemble étant entouré par un mur d'enceinte, ici en bleu, et couvrant une superficie d'environ 5 hectares. Donc ici, vous voyez le plan de cette ville tel qu'il a pu être reconstitué d'après la prospection magnétique et la fouille. Donc, dans la ville haute, on peut identifier un bâtiment tripartite, ici, appelé trésorerie ou entrepôt, un autre bâtiment interprété comme un complexe palatial et une citadelle, ici. Alors, la principale de ces structures est donc la citadelle, que vous voyez ici. Elle est localisée au point le plus élevé du site et elle domine toute la plaine environnante. Sa fouille est désormais totalement achevée. Cette citadelle, comme celle qu'on a mentionnée pour l'âge du fer ancien, était érigée sur une plateforme qui ici avait probablement 2 degrés, accentuant ainsi l'effet de verticalité. Elle a un plan carré, la citadelle a un plan carré et mesure 40 mètres de côté. La préservation des murs était excellente et lors de la fouille, ils mesuraient encore 1 à 3 mètres de haut. Donc, ce que vous voyez ici a été en partie restauré, mais c'est la hauteur des murs tels qu'ils ont été dégagés lors de la fouille. Le mur extérieur de ce bâtiment montre une alternance de redans qui était peint à l'origine en rouge pour les parties saillantes et en blanc pour les parties rentrantes.
Il n'est conservé qu'au niveau du rez-de-chaussée, mais la citadelle comportait un second étage, comme l'a montré la découverte d'un escalier massif qui y menait en ligne droite, depuis une entrée au sud. Ce mur extérieur était percé d'ouvertures oblongues disposées à intervalles réguliers qui étaient destinées à éclairer l'intérieur du bâtiment, puisqu'en fait ce sont des fausses archères qui ne présentent aucun ébrasement vers l'extérieur et qui n'ont donc pu jouer aucun rôle défensif. Un couloir périphérique au sol empierré par des galets de rivière enduits d'argile présentait également des redans sur sa face interne. Ce couloir permettait l'accès à 3 zones d'entrepôt qui constituaient la fonction unique de l'étage inférieur de la citadelle. L'accès à chacune de ces zones de stockage était protégé par une série de portes, elles-mêmes hermétiquement fermées par des bulles identifiées par des empreintes de sceaux. Et ces zones d'entrepôt étaient constituées de pièces longues et étroites disposées parallèlement. À l'intérieur de ces pièces, des banquettes couraient le long des murs, sur lesquelles reposaient des récipients en terre cuite, dont la base était calée dans des cavités circulaires. De plus, chacune de ces pièces comportait une grande jarre enterrée dans le sol et affleurant face à la porte. Ces jarres pouvaient elles aussi être scellées, et un grand nombre d'empreintes, probablement rassemblées dans un panier ou un sac de peau, a été recueilli à proximité du seuil contrôlant l'accès à la zone de stockage sud-ouest. Un cachet circulaire, que vous voyez en bas, a quant à lui été recueilli dans le rebouchage d'une des fausses archères du couloir périphérique. Ces éléments concourent à démontrer le rôle économique essentiel joué par la citadelle. Ce sont les traces d'une gestion très précise et centralisée des biens qu'elle renfermait. Et l'étude des bulles et des empreintes de sceaux a montré que plusieurs fonctionnaires s'en partageaient les responsabilités. La citadelle gérait très probablement le fonctionnement de la vie économique depuis le premier étage. L'absence d'écriture, qui n'apparaîtra qu'avec la domination achéménide dans la région, n'était donc en aucun cas incompatible avec une gestion rigoureuse de l'économie locale. Un incendie a détruit au IXe siècle avant notre ère une partie de cette citadelle, mais elle a été rapidement, partiellement réoccupée pendant environ 2 siècles, jusqu'au 7e siècle avant notre ère. Puis, lors de sa dernière phase d'existence, elle a fait l'objet d'importants rites de fermeture pour marquer symboliquement la fin de son occupation. Chaque porte de communication a été soigneusement bloquée par des assises de briques crues. Les couloirs ont été condamnés par des murets d'1 brique d'épaisseur dont la face externe a été ensuite enduite. Vous voyez un de ces blocages ici, et ici, vous voyez ce que ça donne après la restauration. Dans le replissage de l'un de ces passages, entre deux magasins, on a trouvé une cigogne déposée à plat dos, ailes éployées. Vous voyez ici les os. À ses pieds, sur une assise de briques, avaient été déposés 2 crânes de renard qui, comme la cigogne, avaient été ensuite noyés dans l'appareillage du bouchage de la porte. Et dans certaines autres portes ou des ouvertures condamnées, on a découvert des bulles ou des empreintes, sans doute afin d'identifier les personnages en charge de la fermeture, à la fois physique et symbolique du bâtiment, lors de la fin de son utilisation. Le bâtiment sur lequel s'exerçait certainement le contrôle de la citadelle est ce fameux entrepôt. C'est une très vaste construction de 60 mètres de long et de 25 de large, dont l'espace intérieur se compose, comme celui de la citadelle, de magasins longs et étroits. Voilà. Que vous pouvez voir dans plusieurs sondages qui se rejoignent. Voilà. Les fouilles ont montré l'aspect fonctionnel de ce bâtiment, avec des murs peu épais, des façades lisses. Et aucun sol construit n'y a été mis au jour, ce qui indiquerait la présence d'un vide sanitaire et donc d'un sol en matériaux légers, sans doute en natte ou en bois, et surélevé. Donc cet entrepôt était certainement destiné à contenir des denrées périssables, peut-être du grain. Le complexe palatial, qui semble, au vu du magnétogramme, comporter 2 parties distinctes, n'a été interprété comme tel qu'en raison de son étendue et de sa localisation face à l'entrepôt et à la citadelle. Mais les fouilles n'y ont été que restreintes pour l'instant et ne sont pas à même d'en confirmer la fonction. La ville basse, quant à elle, donc elle est située au sud de l'axe principal
et elle occupe une surface équivalente à celle de la ville haute, c'est-à-dire 2,5 hectares. Les maisons d'habitation y sont réparties le long d'un réseau viaire secondaire, soit perpendiculairement, soit parallèlement à celui-ci. La création de ce réseau orthonormé, qui a bien évidemment nécessité des adaptations à la topographie en surface du site, témoigne d'un plan d'urbanisme préexistant et probablement d'une construction rapide de l'ensemble de la ville. Les quelques sondages pratiqués dans cette zone indiquent un très mauvais état de conservation des structures et la fouille dans cette partie n'est pas achevée. Un seul bâtiment a pour l'instant pu être correctement identifié, qui se distingue des structures d'habitat de la ville basse par sa taille, puisqu'il mesure 9 mètres par 15. De plan rectangulaire, il est érigé sur une terrasse, mais sa fonction n'a pas pu être établie. L'ensemble de cette agglomération était entouré par une fortification plus ou moins bien conservée selon les endroits et qui a été fouillée essentiellement le long de la face sud du site. Le mur avait une épaisseur de 1 à 3 mètres selon les endroits. Plusieurs portes d'accès ouvraient dans ce mur et nous avons pu identifier au moins 2 d'entre elles. Et vous voyez ici l'une des pistes modernes qui mène au sommet du site emprunte encore aujourd'hui le tracé de l'une de ces portes. Nous avons concentré nos efforts au dégagement de la porte sud-ouest. On a pu y constater des phases successives d'utilisation et de réfection du mur d'enceinte, où de puissants redans rectangulaires ont succédé à des tours semi-circulaires, que vous pouvez voir ici et là, et qui ne sont que très mal conservés. Le dégagement de ce rempart a aussi permis de révéler un tas de nodules d'ocre rouge associés à des meules et à des pilons, qui ont confirmé l'idée que le mur d'enceinte, tout comme la citadelle, était pour partie recouvert d'un enduit rouge foncé dont de nombreuses traces ont également été retrouvées. L'étude d'une portion de la courtine à l'est a permis de reconnaître la face arrière du mur d'enceinte contre lequel s'appuyaient différentes constructions. L'une d'elles présentait les vestiges d'une voûte moulée contrefortée écroulée et une autre demi-voûte de même type, ici et là, était encore en place et servait de support à un escalier menant au chemin de ronde. Donc l'escalier est ici et le chemin de ronde était en haut. Voilà, pour conclure, voici une reconstitution 3D de cette agglomération urbaine dans son ensemble. Elle est tirée d'un petit film très court qui montre cette ville sous plusieurs angles et que je veux rapidement vous montrer. Voilà, donc vous voyez en gris le mur d'enceinte, en rouge les rues et les ruelles, en bordeaux les bâtiments de la ville haute et en jaune les bâtiments de la ville basse. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, et puis pour terminer, je vous ai mis des vues aériennes du site d'Ulugdepe. Et voilà. Ah oui, donc en haut, vous avez une photo de toute l'équipe d'Ulugdepe que nous souhaitons remercier parce que tous les travaux présentés ici lui doivent beaucoup. Et pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur ces 2 périodes, 2 publications récentes qui sont sorties cette année et qui portent là-dessus. Voilà. Très bien, on peut répondre à vos questions.